On va commencer par traiter ce qui a été une petite introduction à cette enquête quantitative, la question ouverte qui est la suivante. Quelle est la signification qui vous vient à l'esprit quand on évoque la culture de sécurité? Plusieurs occurrences ont été relevées. Donc le critère qui a été choisi, c'est à partir de 2 apparitions d'unités. Donc là, vous pouvez visualiser ici les mots qui sont ressortis fréquemment. Et je vous propose de les analyser dans la slide suivante. Alors, l'analyse des unités linguistiques. On retrouve risque pour 14%, sécurité bien sûr pour 12%, prévention pour 12%, protection ou protéger les deux réunis à 9%, ensemble pour 9%, sûreté pour 5% et culture pour 3%. Ce qu'on note, c'est que les occurrences supérieures à 10% sont relatives au champ lexical de la sécurité, ce qui n'est pas étonnant, vous me direz, et notamment des noms qui appellent à l'action, hormis pour risque, qui va qualifier, lui, un événement indésirable. La notion ou l'adverbe ensemble, qui apparaît à 6%, auquel on peut lui associer le nom partage à 3% et l'adjectif global à 2%, ce qui additionnés, ces trois occurrences ont un pourcentage de 11%, qui se place entre prévention et la sécurité. Cela permet d'attribuer un rôle hypothétique, bien sûr, de liaison à ces trois occurrences qui place, et là c'est intéressant, le collectif et l'entier comme des adjuvants à la prévention et à la sécurité. L'occurrence sûreté, quant à elle, qualifie la culture de sécurité pour 5% des répondants contre 12% pour la sécurité, donc ce qui nous intéresse concernant notre objet d'étude. Et puis une série d'occurrences font référence aux aptitudes qualificatives des humains, l'analyse, l'état d'esprit, la conscience, valeurs, les connaissances, le savoir-faire, les règles, les comportements. En tout, c'est 10 occurrences, donc 10 unités, mots qui sont liés à l'humain, qui regroupent près de 20% des 143 apparitions. Donc ça, c'est un fait à soulever. Et puis enfin, d'autres unités mineures en termes de récurrence, mais pour autant intéressantes comme dispositif, liberté ou gestion, qui seront intéressantes à étudier par leur caractère à la fois procédural ou juridique. Quelques informations générales sur les répondants. Donc, une majorité d'hommes à 92%. Concernant les répondants, quasiment 3/4 se situent entre 41 et 60 ans. Notamment, l'année d'ancienneté dans l'organisation, elle est assez récente, puisque 38% pour les 5 dernières années, et 49% des répondants ont une ancienneté de plus de 11 ans. Enfin, pour l'ancienneté dans la sécurité et sûreté, ce sont 73% des répondants qui ont une ancienneté de plus de 11 ans dans les milieux de la sécurité et sûreté. Un point rapide sur l'intitulé exact des postes parmi les répondants. Donc, on a 16% qui correspondent à des postes de direction, 76% de la sécurité et la sûreté et 8% autres. On y reviendra dans le slide d'après. Ce qu'on peut noter, c'est notamment sur la réponse directeur, directrice, responsable sécurité et sûreté. C'est 14% des répondants. Et quand on change de place, quand la sûreté vient avant la sécurité, donc directeur, directrice, responsable sûreté et sécurité, là on descend à 2%. Parmi les postes qui mentionnent les noms sécurité et sûreté, nous comptons 56% des postes composés de sécurité uniquement, 19% des postes composés de sûreté uniquement et 25% des postes de sécurité et de sûreté. On peut en déduire que 44% des postes sont composés au moins de sûreté et 80% des postes composés au moins de sécurité. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais c'est intéressant dans le cadre de notre enquête et par rapport aux questions qui sont posées par la suite. Donc, sur la taille de l'organisation, 65% des répondants font partie d'organisations de plus de 251 employés et tout de même 14% sur des organisations de 50 à 250 employés et près de 20% de plus de 5000 employés. Enfin, c'est assez variable concernant l'effectif du service sécurité et sûreté. On a 26% majoritairement pour 1 à 5 personnes et puis en tout 30% pour un service qui va de 6 à 20 personnes de sécurité et sûreté.
Le secteur d'activité de l'organisation, il est lui aussi assez aléatoire, mais il y a majoritairement à 30% le secteur santé qui revient, puis le secteur des services aux entreprises, 11%, le transport, 9%, armée et défense, 6%, secteur informatique, 6%, l'enseignement, 8%. Sur les organisations publiques et privées, 39% sont des organisations publiques et puis 57% de privées. Et parmi les répondants, 38% ont une présence à l'international. Enfin, la région du siège de l'organisation, l'Île-de-France, ressent principalement, suivi des autres régions comme l'Auvergne, PACA, l'Occitanie, le Grand Est, Bourgogne, etc. Donc, entamons la première partie, l'État et la vision de la sûreté. Donc, pour 35% des répondants, l'organisation a 2 départements distincts pour la sécurité et la sûreté. Encore une fois, ce chiffre est très aléatoire selon le secteur, puisque c'est le cas pour 24% du secteur santé contre 89% du secteur transport. On observe aussi que l'apparition du mot sûreté intégré dans l'intitulé du service, il est récent. Pour la moitié, à 51%, il a été intégré ces 5 dernières années. On a une différence, encore une fois, dans les organisations privées et les organisations publiques. Et puis, sur l'apparition du mot sûreté intégré à l'intitulé du poste et non plus du service, là, on tombe à 44% ces 5 dernières années. Et on voit, ce qui est intéressant en dessous, que pour les plus de 21 ans, l'intégration du mot sûreté dans l'intitulé du poste, il est de 10% pour les organisations privées et 3% pour le public. Ici, on peut nuancer avec la pratique professionnelle, c'est-à-dire l'intégration de la dimension sûreté, non pas dans la nomination des titres, mais dans le fonctionnement, dans les pratiques quotidiennes, les missions et les politiques de sécurité, de sûreté pour les PDG notamment. Là, on voit qu'à plus de 21 ans, ce sont 22% des organisations privées qui déclarent avoir intégré la dimension sûreté dans leur mission et 8% des organisations publiques, alors que les chiffres étaient nettement inférieurs lorsqu'on évoquait l'intitulé et non pas la pratique professionnelle. Il y a d'autres études statistiques à prendre en compte en fonction du déclarant ou du secteur d'activité. On y reviendra plus tard dans une synthèse également. Concernant la partie intégrante de la sûreté, on peut noter que la majorité des répondants, donc 80%, intègrent la sûreté dans la sécurité au sens large, ainsi que dans la culture de sécurité. Mais la sûreté n'est pas la qualification la plus signifiante, puisque à 5% pour décrire la culture de sécurité dans la première question d'ouverture. Enfin, si la majorité des répondants déclarent que la culture de sécurité est intrinsèquement liée à la culture de l'entreprise, donc 76%, et à la vision du PDG, 79%, les PDG lient davantage la culture de sécurité à la culture de l'entreprise, à 88%, plutôt qu'à leur propre vision, 81%. Tandis que le directeur sécurité-sûreté accorde un lien légèrement plus important à la vision du PDG, 79%, qu'à la culture de l'entreprise, 74%. Pour quasiment 59% des organisations, la culture de sécurité est impulsée à la fois par l'organisation et le gouvernement. Et concernant la culture de sécurité de l'organisation, sur une question projective, est-ce qu'elle devrait être impulsée par le gouvernement ou par l'organisation ou les deux? Là, on monte à 73% pour les deux. Ce résultat est aussi variable en fonction de la réponse des PDG ou des DSS, puisque par exemple, pour les PDG, c'est 44% actuellement où la culture de sécurité est impulsée par l'organisation et le gouvernement, alors que pour les directeurs sécurité et sûreté, elle est impulsée à 62% actuellement. Enfin, la majorité des répondants déclarent que la culture de sécurité s'inscrit sur le long terme, à 84%. Quelques répondants la déclarent comme un phénomène tendanciel. Et là, on peut voir que parmi ceux qui la déclarent comme un phénomène tendanciel, 10% sont des organisations privées et 23% des organisations publiques. En revanche, cet écart, il s'agrandit, donc comme je le disais, dans les organisations privées et publiques.
Donc, pour une petite synthèse, je citerai que les grandes lignes. Donc, 35% des organisations ont 2 départements distincts pour la sécurité et la sûreté. Le mot sûreté a été intégré durant les 5 dernières années à l'intitulé du poste, 44%, et pour le service à 51%. Mais cela est variable entre le public et le privé, et il y a une nuance à faire avec l'intégration dans la pratique professionnelle et non pas dans la nomination des postes. Enfin, la majorité des répondants, 80%, intègrent la sûreté dans la sécurité au sens large, ainsi que la culture de sécurité, mais la sûreté n'est pas la qualification la plus signifiante pour décrire la culture de sécurité. Nous voyons aussi que 76% de la culture, pour 76%, la culture de sécurité est intrinsèquement liée à la culture de l'entreprise et 79% à la vision du PDG. Il y a une forte demande à 73% d'une culture de sécurité impulsée conjointement par le gouvernement et l'organisation, comme je disais tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur les derniers chiffres qui ont été vus. Passons directement à la deuxième partie intéressante qui est la relation entre la valeur, notamment la valeur de la culture de sécurité. Donc, pour 77% des répondants, oui, il faut développer davantage la culture de sécurité dans leur organisation. Cette réponse est variable en fonction du secteur, puisque c'est le cas pour 73% du secteur de services aux entreprises, 88% pour l'enseignement ou 100% pour le secteur informatique télécom. Enfin, 61% déclarent disposer des moyens qui sont nécessaires pour développer la culture de sécurité. Et puis, 68% déclarent bénéficier du soutien nécessaire pour développer cette même culture. Donc, ce résultat est tout aussi variable, notamment concernant les moyens nécessaires. On voit bien que dans les organisations privées, on a un taux qui monte à 70% de favorables et 43% seulement pour les organisations publiques. 56% des participants déclarent que leur service est le seul à participer au développement de la culture de sécurité. Donc ça, c'est un fait qu'on y reviendra tout à l'heure. Et sinon, quels services sont déclarés pour participer à ce développement? À 11%, c'est l'ensemble des services. 9%, les services techniques, services QHSE, puis les services des soins. À 7%, la RH, 5% la qualité, etc. Pour 60% des répondants, la culture de sécurité se partage aisément entre les services. Là aussi, ce n'est pas la même réponse en fonction des organisations privées, publiques et surtout des secteurs, puisque c'est le cas à 45% pour le secteur santé, comme pour le secteur transport, mais à 82% pour le secteur des services aux entreprises. Enfin, nous avons demandé d'exprimer en quelques mots ce qui ne facilitait pas ce partage de la culture de sécurité. À partir de toutes les réponses et des nombreuses réponses que nous avons reçues, très intéressantes, nous avons pu classer, répertorier 13 obstacles majeurs qui ressortaient sur ce qui ne facilitait pas le partage. Le premier obstacle, c'est un défaut de communication et de coordination interservices, à 21% tout de même. Le deuxième obstacle, la divergence des priorités entre services et le problème du transfert de compétences, à 11%, donc la délégation à autrui de sa mission. L'obstacle 3, la défaillance de la direction, c'est-à-dire le manque de volonté ou de soutien ou de vision. L'obstacle 4, la différence culturelle et la perception variable de la sûreté. L'obstacle 5, le défaut de sensibilisation, de formation sur la sécurité et sûreté, qui apparaît à 10%. L'obstacle 6, difficile de concilier le mode de fonctionnement d'une organisation versus la sécurisation et la sûreté. L'obstacle 7, la discordance du langage et un discours non adapté aux interlocuteurs, qui arrive à 8%. Et l'obstacle 8, la sûreté engendre de nouvelles contraintes. L'obstacle 9, l'absence de légitimité. L'obstacle 10, la perception de la sûreté comme un centre de coût plus que de rentabilité. Celui-ci, c'est un obstacle qu'on entend assez régulièrement dans le discours. Là, pour le cas précis de la culture de sécurité, il n'arrive pas du tout en tête des obstacles cités. C'est intéressant. L'obstacle 11, opacité du rôle des acteurs et de la stratégie de sûreté et des enjeux. Et puis le dernier obstacle mineur, 12, l'occultation du risque ou de la menace, l'avant-dernier, et l'obstacle 13, la confidentialité des données.
Donc ça, c'est les autres services que les répondants souhaitent inclure au développement de la culture de sécurité. RH à 15% et puis à 13%, la direction générale, la formation, la technique. Quelle valeur accordez-vous à la culture de sécurité comme garant d'une sûreté comprise et partagée? Là, on a un taux assez fort puisque c'est 83%, qui est un peu variable selon les PDG ou les DSS. Et puis, ce qu'on peut retenir de ce résultat, c'est qu'il y a une homogénéisation un peu des actions à prendre en compte pour le développement de la culture de sécurité, c'est-à-dire des actions de formation et de communication, les textes réglementaires et les procédures internes. Tout ça, c'est 60% des répondants qui pensent que ces 3 propositions sont majeures. Pour 60% des répondants, la culture de sécurité doit relever le défi du transfert de compétences internes. Cela dit, il faut le nuancer puisque c'est le cas pour 94% des PDG, oui, et on tombe à 54% pour les DSS. Enfin, la culture de sécurité peut être perçue comme source de profit à 53% et source d'investissement nul à 32%. Donc, pour la synthèse, je ne vais pas tout reprendre parce que sinon je vais me répéter plusieurs fois, mais globalement, on a tout de même une conscience à 70% qu'il est nécessaire de développer davantage la culture de sécurité. Il y a un manque de moyens à 39% qui est relevé, un manque de soutien à 32% pour développer cette même culture de sécurité. Le service sécurité et sûreté participe seul au développement de la culture de sécurité dans une grosse moitié des organisations, 56%. Et la culture de sécurité ne se partage pas aisément entre les services dans 40% des organisations. Donc là, c'est les 13 blocages qu'on a identifiés. Il y a une importance des actions groupées à 60% pour le développement de la culture de sécurité. Il y a une difficulté pour 60% des répondants à relever le défi du transfert de compétences. Voilà pour cette deuxième partie et je vous propose de passer au résultat de la troisième partie qui concerne les actions, cette fois-ci après les valeurs, pour la culture de sécurité. Alors, à quel niveau la culture de sécurité est-elle présente dans votre organisation? Eh bien, pour les répondants, le niveau est fort à 38%, moyen à 43%, faible à 20%. Et on voit bien que c'est très aléatoire, encore une fois, selon les secteurs. Donc, on a repris les mêmes secteurs. Fort à 64% pour les services aux entreprises, 33% pour les transports et puis 17% pour le secteur de la santé, tout comme et aussi 13% pour l'enseignement, par exemple. Il y a 80% des répondants qui travaillent sur des projets qui concernent directement la culture de sécurité. Là aussi, le taux est assez variable, comme vous pouvez le voir ci-dessous, en fonction des secteurs. Enfin, concernant les actions communes en relation avec le gouvernement pour la culture de sécurité, c'est 8%, 56% pardon, des répondants qui déclarent effectuer des actions communes avec le gouvernement. Et là, on voit bien qu'il y a un décalage aléatoire, bien sûr, entre les organisations privées à 46% et les organisations publiques à 69%. Sur quelles actions vous appuyez-vous pour développer la culture de sécurité? Donc voici les actions qui ressortent. Donc majoritairement, on note la formation, sensibilisation, les procédures internes, la communication interne. On va pouvoir voir plus en détail ci-dessous. Laquelle parmi ces actions a le plus d'importance pour les répondants pour le développement de la culture de sécurité? Donc c'est bien la formation, sensibilisation qui ressort à 56% nettement. Puis les exercices simulation, 14%, la communication interne, 11%. On voit bien que ce chiffre, il varie, encore une fois, en fonction de la vision du PDG, par exemple. Si je prends la communication interne, c'est à 25% important pour les PDG, contre 7% pour les DSS. Ici, c'est les autres actions, bien sûr, je ne vais pas tous les lire, mais très rapidement, qui pourraient permettre d'accompagner le développement de la culture de sécurité parmi les répondants. On a des données très intéressantes, hein, puisqu'il y a des propositions sur des programmes d'action triennales bien spécifiques. On a à la fois des propositions relatives à la sanction et inversement relatives à la prime. Mais aussi le fait de recrutement de profils spécifiques ou de faire référence à des événements externes.
Intégrer des formations techniques et des éléments de langage spécifiques, ça ressort aussi, et puis des investissements et mettre l'accent sur le rétex. Enfin, pour 70% des répondants, les actions mises en place pour la culture de sécurité dépendent d'une volonté première de la direction générale. Donc, c'est le cas là aussi pour soit 94% des PDG, donc bien plus important, et on descend à 66% pour les directeurs sécurité et sûreté, donc en fonction de la perception et la vision de chacun. Et pour près de 80%, 79%, il n'y a pas davantage de parties prenantes lors de la mise en œuvre d'une action liée à la culture de sécurité, si on compare avec d'autres actions, d'autres missions de sécurité et sûreté dites, on va dire, traditionnelles. Ce taux est assez variable. De 26% des organisations privées contre 18% des organisations publiques qui déclarent avoir plus de parties prenantes. Donc voici rapidement les autres parties prenantes qui seraient liées au développement de la culture de sécurité. Donc majoritairement, on a la direction générale à 33%, les pouvoirs publics, forces de sûreté intérieure 27%, les ressources humaines 20% et la communication, clients, les employés 13%. Enfin, intéressant au niveau temporel, sur la temporalité de mise en œuvre de ces actions liées à la culture de la sécurité, c'est plus long effectivement pour 65% des répondants, alors que 26% déclarent que le temps est identique et 9% plus rapide. Et pour finir, nous avons demandé quelle était l'appréciation, qu'est-ce qui dépendait de l'appréciation de la culture de sécurité dans l'organisation. Les réponses sont assez homogènes, on le verra, tout comme le partage, qui est la question suivante, celle-ci, puisque l'appréciation et le partage de la culture de sécurité dans l'organisation dépend des mesures déployées par l'organisation, mais aussi de la culture d'entreprise liée à la vision du PDG et des comportements propres aux employés. C'est vraiment très homogène. Pour faire une synthèse de cette dernière partie sur les actions, on note une disparité du niveau de la culture de sécurité présent dans les organisations, puisque c'est fort à 64% pour les services aux entreprises et on descend à 17% pour le secteur santé, par exemple. Il y a des actions communes relatives à la culture de sécurité qui sont engagées avec le gouvernement pour 56% des organisations. Alors, fait intéressant que je voulais partager avec vous, c'est que la formation sensibilisation, elle serait primordiale pour 56% pour permettre le développement de la culture de sécurité. Donc, alors que les répondants déclarent en première position 21% un défaut de communication, coordination interservices, donc ça c'était le premier obstacle au partage de la culture de sécurité. Et en cinquième position venait le défaut de sensibilisation, formation à la sécurité et sûreté, obstacle 5. Il déclare pourtant que les actions de formation et de sensibilisation à 56% en première position et la communication interne à 11% en troisième position. Donc là aussi, il y a un décalage entre les obstacles liés au partage de la culture de sécurité et quelles seraient les actions primordiales. C'est intéressant et ça mérite surtout d'être décortiqué et d'être étudié par différents moyens pour confirmer ces quelques traits significatifs. En plus des actions traditionnelles pour développer des comportements spécifiques, les répondants proposent plusieurs actions hétéroclites pour développer la culture de sécurité telles qu'elles ont été citées tout à l'heure. Il y a une certaine prépondérance de la direction générale concernant la mise en place des actions pour la culture de sécurité, puisque c'est le cas pour 70% des répondants. La multiplication de parties prenantes lors de la mise en œuvre d'une action liée à la culture de sécurité, on l'a vu aussi, je ne vais pas vous redonner les chiffres précédemment vus, et un temps de mise en œuvre d'une action liée à la culture de sécurité par rapport à une action récurrente de sécurité ou de sûreté, qui est majoritairement plus long. Et enfin, l'homogénéisation sur l'appréciation et le partage de la culture de sécurité à travers les trois actions citées. Donc voici pour la synthèse de cette troisième partie. Je sais que ça a pu être dense avec l'ensemble des chiffres cités. C'est pour ça que je me suis attardé aussi sur la synthèse par partie, puisque les trois parties sont vraiment, ont un rôle bien spécifique. Mais vous inquiétez pas, vous aurez la synthèse ultérieurement pour la regarder si vous souhaitez.
Ensuite, pour conclure cette étude, je vous propose, lié au cadre scientifique, de faire, je dirais, le point de vue sémiotique. La sémiotique, c'est l'étude du sens. J'avais dit que je reviendrai. Il y a quelques définitions en dessous si vous souhaitez comprendre comment celle-ci s'intègre dans la recherche. Donc, ce qu'on peut dire sur ce point de vue sémiotique, c'est que dans la culture de sécurité, et toute son importance avec la mise entre guillemets envers la sûreté, c'est que c'est une relation signifiante qui est encore instable entre une expression et un contenu. Il est difficile de concevoir l'application d'une culture de sécurité dans une organisation sans définir au préalable le système fonctionnel qui va supporter et, encore plus, organiser le contenu de cette dernière. Il y a aussi une confrontation des valeurs selon les acteurs face au discours qui encourage le développement et l'appropriation par les citoyens d'une culture de sécurité, à la suite des récents attentats notamment. On note aussi une divergence de la perception du risque par les émetteurs et les récepteurs d'une culture de sécurité. Le sentiment de sécurité d'un espace social, tel qu'un hôpital, une école, une gare, un musée, une entreprise, etc., il peut s'interférer avec différentes manifestations passionnelles qui seront à étudier dans le cadre de l'étude qualitative. Et puis, des obstacles, on les a identifiés clairement précédemment, lors de la transmission de la culture de sécurité, qui vont freiner son développement général et ainsi sa performativité. On note également que dans sa visée de sûreté des personnes et des biens, la culture de sécurité repose sur des fondements fragiles et encore non éprouvés, à la différence, si on compare bien sûr, à la culture de sécurité industrielle, qui par exemple a su se constituer et se déployer avec beaucoup de méthodes et un système après les accidents majeurs tels que Tchernobyl, la navette Challenger, Seveso, l'usine AZF, etc. La culture de sécurité qui se positionne face aux menaces est à la frontière entre deux relations signifiantes. C'est comme ça qu'on peut le percevoir hypothétiquement, on va dire, et plusieurs définitions technico-linguistiques qui sont d'une part la culture de sécurité industrielle et d'autre part, on note aussi tous les valeurs liées à la culture de sûreté et de sécurité nucléaire qui sont bien spécifiques et là aussi ça mérite une autre démarche pour l'étudier. Il y a une nécessité de questionner la place et la valeur d'une culture de sécurité au prisme des menaces terroristes, des actes de malveillance et plus largement des violences à travers les compétences des actants, c'est-à-dire des êtres ou des choses, afin de pouvoir intégrer pleinement celles-ci dans les politiques de sûreté des organisations privées et publiques. Donc, on a toujours cet objectif derrière professionnel et d'action sur notre objet d'étude sur le terrain. Enfin, je vous propose de partager avec vous désormais, après avoir réalisé l'étude quantitative et vous avoir présenté les résultats, quels sont les objectifs clairs de la recherche qualitative. Donc, c'est tout d'abord d'identifier les aspects théoriques et techniques qui interviennent dans la phase de construction d'une culture de sécurité et d'analyser par l'intermédiaire d'une sémiotique des situations toutes les interactions face à celles-ci dans plusieurs organisations. Mais c'est aussi évaluer les interactants confrontés à des signes ou objets de sûreté face à une menace terroriste constante et imprévisible pour comprendre les différentes réactions qui se produisent dans des espaces sociaux et ainsi approfondir, je cite, la différence entre communiquer et transmettre, c'est-à-dire sur la nécessité de tenir compte dans la construction et la réception du sens de la dimension technique et sensible des appareils de transmission du sens. C'est aussi analyser les manifestations passionnelles de notre objet d'étude et aussi leurs effets de sens sur toutes les notions de vie, de peur, de liberté qui vont pouvoir impacter l'appropriation, l'appréciation de la culture de sécurité et également penser en termes d'actes de sens à travers de multiples expressions, c'est-à-dire, encore une fois je cite, penser les signes comme des actions, comme des transformateurs de situations, comme des déclencheurs et des modifications d'acteurs, d'espace et de temps. C'est Paolo Fabri, qui est un grand sémioticien qui nous a quittés récemment. Les enjeux de la recherche-action, il y a tout d'abord une question, une problématique plutôt à résoudre. C'est à partir de quels critères observer et sous quelles interactions et quel processus, le terme processus est très important, la culture de sécurité permet de se développer dans un espace social tel qu'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. L'enjeu, et rassurez-vous, c'est avant tout de concilier au mieux le temps de la recherche et le temps de la pratique professionnelle, et plus encore de l'actualité des menaces sécuritaires.
mais c'est aussi de maintenir une recherche-action qui nécessite de puiser à la fois dans les fondements théoriques afin d'extraire un socle de connaissances stable de notre objet d'étude, que l'on va pouvoir surtout appliquer, tester, ajuster et mesurer sur le terrain dans les organisations afin de passer d'une réalité abstraite à une réalité signifiante. C'est interpréter l'efficacité symbolique du langage dans le développement de la culture de sécurité envers la sûreté, qui serait capable de transformer les actions et les situations pragmatiques, c'est-à-dire concevoir le langage de notre objet d'étude comme représentatif du monde et efficace sur l'homme et sur le monde. Pour, heu, pour parler concrètement sur l'organisation, même de cette enquête qualitative qui va suivre, ça passera par des entretiens individuels avec des directeurs sécurité sûreté, des PDG, des entretiens également collectifs, une étude documentaire et situationnelle relative à la culture de sécurité, en analysant tous les éléments comme des systèmes de signes. Concrètement, c'est évaluer l'appropriation ou la méfiance à une culture de sécurité, identifier les mesures de sûreté préventives et réalisables à court, moyen et long terme qui répondent à un entendement et une appropriation de la culture de sécurité, mais aussi déterminer le rôle d'une culture de sécurité comme production sociale d'un objet de sécurité qui serait négocié socialement. Et enfin, optimiser sur le plan du contenu et le plan de l'expression les moyens et les discours sécuritaires qui émanent des organisations pour assurer une homogénéité des actions terminatives convergeant vers une culture de sécurité. En ce qui s'agit des enquêtes de terrain auprès des organisations, il est intéressant d'étudier les éléments relatifs à la vue, contribuant à la production d'une culture de sécurité, mais aussi les éléments relatifs à l'ouïe, au toucher ou à toutes les interactions et les comportements stratégiques des acteurs sociaux en fonction des passions éprouvées. Les éléments relatifs à la concurrence des valeurs, on s'y intéressera aussi. Comment les sujets sociaux, par exemple, ils vont négocier les différentes valeurs en concurrence, liberté, sécurité, protection et besoin d'interaction sociale, etc. On s'aperçoit que dans la culture de sécurité, beaucoup de valeurs rentrent en jeu et c'est pour ça que même si l'enquête quantitative ne permettait pas de rentrer en profondeur, on a tout de même voulu consacrer un chapitre qui s'intéressait qui approchait en tout cas les valeurs. Enfin, je voulais, comme promis également, vous présenter les bénéfices pour vous, pour les acteurs de la sécurité et de la sûreté, et pour les organisations dans lesquelles vous travaillez. Puisque c'est encore une fois la recherche-action est liée à des applications concrètes sur le terrain. Donc, c'est appréhender méthodiquement le développement de la culture de sécurité dans son organisation en bénéficiant d'une étude systémique interne pour identifier les éléments qui favorisent ainsi que ceux qui freinent l'appréciation et la transmission d'une culture de sécurité envers la sûreté. Donc, cette analyse méthodique, d'une part, c'est aussi les apports théoriques et pratiques qui permettront aux bénéficiaires de saisir le processus d'imbrication possible entre les mesures de sûreté déployées, le sentiment de sécurité, mais aussi l'engagement, et bien sûr l'engagement vers une culture de sécurité. C'est aussi prendre part à des groupes de réflexion qui seront organisés et spécifiques à la culture de sécurité en intégrant le CRCS et favoriser l'association de la recherche et de l'expérience professionnelle qui nous tient à cœur en capitalisant sur votre expérience métier, bien entendu. Donc voici pour ces bénéfices. Je crois que la présentation est finie pour le moment. Donc, il reste quelques minutes. Ce que je voudrais vous dire dans un premier temps, je vais vous donner un temps de parole si vous le souhaitez, bien entendu. C'est vous remercier pour votre attention, d'une part, encore une fois, pour les répondants à l'enquête, ceux qui s'intéressent à la culture de sécurité et surtout en profondeur aux processus qui vont permettre de la soutenir, de la supporter, de la déployer. Quelles actions, quelles valeurs, quels enjeux rentrent en jeu. C'est vraiment cet objectif concret que l'on va tenter d'explorer avec cette aventure de recherche, avec les fondements théoriques universitaires et bien sûr la pratique professionnelle. C'est bien pour cela qu'on a créé cette association entre l'université et une société de sûreté.
Si vous souhaitez participer et prendre part à toute cette enquête qualitative, bien sûr, je vous contacterai prochainement, mais vous pouvez également nous écrire à cercle@crcs.fr. Encore une fois, merci pour votre attention. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez bien entendu. Si vous permettez, puisque vous nous y invitez, Alexis, moi je voudrais vous remercier tout d'abord pour cette restitution hein, de cette grande étude et vous inviter effectivement à aller plus loin, puisque comme vous l'avez noté, le problème est bien évidemment de faire partager cette culture de sécurité et d'avoir les moyens de le faire à l'intérieur de son entreprise, au-delà bien évidemment, mais déjà à l'intérieur de son entreprise, la faire partager à nos dirigeants, la faire partager à nos collaborateurs, hein, qui sont bien souvent les plus réticents, parce que la sécurité et la sûreté, en général, ce sont voilà, des dispositifs et des moyens de restriction de la liberté d'aller et venir, la liberté de se connecter à des sites Internet, la liberté de faire ce que l'on veut. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de faire passer tous ces interdits, et on a besoin, alors ça sort peut-être du cadre de votre étude, mais on a besoin d'identifier les moyens de communication, les moyens de conviction qui vont nous aider dans cette démarche. Faire partager à l'intérieur de son entreprise cette culture de sécurité et de sûreté, et puis cette pratique. Oui, effectivement, merci pour votre retour. Vous avez bien identifié du coup le cadre de notre recherche, la volonté derrière que l'on souhaite et toute comme vous dites, cette concurrence des valeurs, liberté, sécurité, ouverture, fermeture, tout cela, c'est beau c'est beau sur le papier, il faut le mettre en place. Et là, quand on le met en place en fonction du fonctionnement de l'organisation, des habitudes, de la culture d'entreprise, des perceptions du risque, on voit qu'il y a tout un tas de valeurs, d'actions, de comportements différents, de questionnements qui émergent auxquels les penseurs même d'une action de sûreté n'y avaient pas pensé. Et tout ça, ça mérite d'être questionné, étudié pour voir comment on peut optimiser au mieux le processus d'une culture de sécurité, et plus qu'optimiser, comprendre réellement ce qui permet, quels sont les leviers d'action capables de la développer dans les organisations. Bonjour. J'ai Bonjour. également une question. Alors malheureusement, j'ai mis un petit peu de temps pour me connecter et rejoindre la réunion, donc j'ai peut-être loupé quelque chose au début. Je me suis posé la question de la distinction entre sécurité et sûreté. Oui, bien sûr. C'est une question qui est tout à fait qui est au cœur de notre étude. La distinction que l'on prend, encore une fois, sans entrer dans une étude exhaustive qui mériterait de voir entre eux les secteurs. Si on prend le secteur nucléaire, par exemple, où la sécurité et sûreté sont inversées, puis aussi les anglo-saxons, les français. Je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat-là, ça mériterait une longue étude. Mais nous, on prend, comme c'est je dirais, la pratique française, la sûreté comme faire face aux menaces intentionnelles, et la sécurité comme l'ensemble des risques, et surtout tous les risques, que ce soit industriels, les risques naturels, accidentels, etc. Donc la sûreté, c'est avant tout les menaces intentionnelles, c'est comme ça qu'on le prend. Et ce qu'on s'intéresse justement, c'est de voir si dans la perception, dans le langage et dans les pratiques, est-ce que la sûreté est partie intégrante de la culture de sécurité, qui n'a pas le mot sûreté en soi. Et on a vu à 80%, que les répondants étaient on va dire, satisfaits
participer à cette intégration de la sûreté dans la culture de sécurité. Tout ça, ça reste bien sûr à étudier davantage, à mettre en contexte avec d'autres études et surtout à voir sur le terrain ce qui peut être mis en avant. Le but, encore une fois, de cette étude, via notre panel, ce n'était pas du tout de créer des pures vérités statistiques, loin de là, mais d'extraire des marqueurs signifiants. Merci, merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, je comprends beaucoup mieux en fait l'intérêt aussi des graphiques que vous avez présentés. Et j'avais juste une dernière petite question par rapport aux outils que vous avez utilisés pour réaliser vos graphiques. Ah, question technique. Oui, une question complètement technique, oui. L'outil s'appelle Jotform, qui permet de récolter pour faire des enquêtes en ligne et des graphiques derrière. D'accord, la mise en forme est vraiment, enfin, je trouve visuellement est très sympa, très claire et appréciable. Merci, merci à vous. Merci. Alexis, est-ce que je pourrais me permettre de compléter un petit peu la réponse que vous venez de faire à Constance? Oui, bien sûr, allez-y. La sécurité et sûreté sont des termes distincts, bien évidemment, mais ce sont des notions qui sont à la fois complémentaires et indissociables. Voilà. Pour prendre une image, ce que l'on regroupe sous le terme générique de sécurité, c'est-à-dire qui comprend la sécurité et la sûreté, c'est du patinage artistique. La sécurité, ce sont les figures imposées. La sûreté, ce sont les figures libres. Figures imposées, pourquoi? Parce que le domaine de la sécurité est en général un domaine très normé, très réglementé, alors que dans la sûreté, il n'y a pas de règles qui vous définissent les dispositifs que vous devez mettre en place dans une entreprise. C'est à vous, c'est à l'entreprise de définir ces dispositifs pour qu'ils soient à la hauteur du risque auquel vous êtes confronté. Merci. Est-ce que c'est ainsi que vous m'entendiez dans votre étude, Alexis? Merci. Effectivement, oui. L'étude, comme je disais, n'a pas pour objet de rentrer en profondeur sur la distinction même, en tout cas sur cette enquête quantitative de sécurité-sûreté, mais vous avez très justement ajouté cette distinction et surtout le fait que juridiquement, la sûreté n'est pas catégorisée comme la sécurité peut l'être. Bonjour Alexis, bonjour à tous et à toutes. Si je peux me permettre, juste en tant que sémioticien, spécialiste de la communication et du langage, il y a la question que vous avez évoquée, Alexis, qui a été évoquée aussi par Gilles Aubry. Le problème de la sécurité tient souvent au conflit des valeurs. C'est-à-dire que, comme Gilles Aubry le disait, souvent c'est perçu comme un manque de liberté, etc. Donc le problème de la valeur de la sécurité, c'est qu'elle entre en conflit, peut entrer en conflit avec d'autres valeurs. Mais ça arrive avec toutes les valeurs. Toutes les valeurs entrent toujours en conflit avec d'autres valeurs. Il n'y a pas de valeurs en soi, il y a des systèmes de valeurs. Et donc, la question, c'est comment gérer ces conflits de valeurs, comme on l'a vu aujourd'hui avec la Covid, c'est-à-dire on a 3 valeurs en conflit, c'est la santé, l'économie et voilà, la santé et l'économie, par exemple. Et donc, comment gérer ces conflits? Et le problème de la sécurité, c'est qu'elle est très marquée négativement, justement, comme privation de liberté. Mais ça va plus loin. Nous, on a avec un camarade sémioticien aussi, on a fait une étude sur la question de la sécurité dans une entreprise récemment et on a pu vérifier que le problème de la sécurité, c'est que soit elle est marquée négativement, c'est-à-dire comme quelque chose qui prive de liberté, des contrats, des contraintes, etc., soit elle n'est pas perçue ou elle n'a pas aucune valorisation. Pourquoi? Parce que la sécurité, vous le savez mieux que moi, que vous travaillez là-dessus, c'est la sécurité qui marche, la sécurité qu'on ne voit pas. Donc du coup, on a vu une sorte de faiblesse, disons, narrative, de faiblesse communicationnelle de la sécurité, alors que l'insécurité, d'un point de vue narratif et communicationnel, est très spectaculaire, parce que justement, on voit quelque chose. Donc, il y a un vrai problème de la sécurité qui est celui de rendre la sécurité, si vous voulez, un peu attractive. Ce qui est très difficile parce que soit elle est négative, soit elle est inexistante. Donc, tout le problème que nous savions dans cette étude, c'était comment rendre la sécurité d'abord visible, parce que ça, c'est un autre problème, je vais l'évoquer aussi,
mais aussi la rendre, si vous voulez, je ne veux pas dire sexy, mais quand même un peu attirante. Parce qu'en général, le récit des catastrophes est beaucoup plus drôle que le récit de la sécurité. C'est un récit un peu au s'ennuie, quoi, avec la sécurité. Alors, toute la question pour nous était comment rendre ces récits un peu plus, ne serait-ce que construire un récit de la sécurité. Chose très difficile. Et oui, donc il y a le problème aussi de comment, on disait, resémantiser ce qui est ennuyeux, qu'on finit par ne plus voir. Parce que justement, comme il n'y a pas de science, parce que ça ne se voit pas, on l'oublie. Parce qu'évidemment, un accident, on ne l'oublie pas. Mais quand il ne s'est passé rien, on ne voit rien, donc on oublie. Alors, tout l'autre problème, c'était comment rendre visible, là je pensais à ce que vous disiez, Alexis, sur la question l'odeur, la vue, l'ouïe, etc., rendre visible, perceptible à nouveau les consignes de sécurité, etc. Parce qu'on finit par s'habituer, parce qu'on ne voit plus rien. Et donc, il y a un vrai problème sans que ce soit trop prégnant et donc trop menaçant, mais qu'il soit en permanence perceptible. Voilà ce que je voulais juste commentaire que je voulais faire en vous écoutant, Alexis. Merci beaucoup, Juan. C'était très significatif, très important. Et vous avez, j'espère, aussi apporté quelques éléments de réponse, en tout cas de projection sur ce que la sémiotique et l'étude sémiotique, à travers la perception, la concurrence des valeurs, construire un récit, peut apporter sur la problématique du développement de la culture de la sécurité, et ce qui fait bien l'objet de notre recherche. Si vous souhaitez répondre, je ne vais pas rentrer je vais pas monopoliser le débat, je l'ai déjà assez monopolisé, mais si vous souhaitez répondre à Juan ou évoquer d'autres questions, d'autres sujets, n'hésitez pas, bien sûr. Et Alexis, il serait peut-être intéressant de dire sur combien de temps va durer l'étude. Oui, donc Marc Fessler de Carinel. L'étude s'étalera sur 1 an et demi jusqu'à 2 ans. Effectivement, j'ai omis de dire, tu me fais bien de me le rappeler, le temps de permettre d'organiser ces entretiens à la fois individuels, entretiens collectifs, et puis d'organiser aussi toutes les enquêtes de terrain pour justement s'intéresser aux perceptions, aux ressentis de la culture de sécurité dans les organisations. Merci. Si je peux dire quelque chose, dans le prolongement de ce qu'a dit M. Alonso, ce qui serait peut-être intéressant pour rendre visible ce qui ne l'est pas en matière de sécurité, c'est de faire des simulations de situations d'insécurité régulièrement dans les organisations qui sont exposées à des risques significatifs, et après de voir, pour que ça marque les esprits, en le faisant, je ne sais pas moi, 1 fois tous les 2 ans, ou je ne connais pas la périodicité, mais ça pourrait peut-être permettre de rendre les gens plus attentifs à la sécurité et plus soucieux de la gestion des risques. Voilà simplement ce que je voulais dire. Oui, si je peux répondre, apporter mon expérience avec cette étude. Une des expériences qui ont été faites, à part les simulations, il y avait aussi, nous on avait utilisé un mot qui vient de l'histoire de la littérature, c'est l'étrangeté. C'est un concept, peu importe, qui veut dire, c'est-à-dire mettre les sujets devant des situations étranges, non habituelles, justement, rompre les habitudes, et que c'est typique de la littérature. Donc la question, c'est comment rendre ce qui est habituel, le rendre étranger. Donc justement pour réveiller tout d'un coup la perception. Et donc parmi les expériences qu'on a fait, c'est de mettre des sujets dans des situations qui ne sont pas les siennes habituellement. Par exemple, les amener dans une autre usine du même type de travail, mais ou dans la même usine, les déplacer des lieux, au lieu de les faire travailler dans un endroit, les faire travailler par une journée dans un autre endroit auquel ils ne sont pas habitués. C'est-à-dire constamment rompre
les habitudes, parce que le problème, c'est qu'on devient, c'est-à-dire quand on commence à faire une pratique, quelle qu'elle soit, hein, apprendre à conduire, à écrire, à marcher, à manier une machine, au début, on est comme si on était partagé, c'est-à-dire qu'il y a celui qui fait et il y a comme un autre sujet à nous qui contrôle celui qui fait. Mais au fur et à mesure qu'on fait les choses, c'est ce sujet qui nous contrôle, qui est à l'intérieur de nous-mêmes, disparaît. Et donc, on devient automate. C'est-à-dire qu'au début, on est extrêmement partagé entre une instance de contrôle, une instance qui agit, et à la fin, il y a celui qui contrôle disparaît et on agit de manière automate. Donc, comment rompre ces sortes d'automatisme, de somnambulisme presque dans notre action pour qu'on soit constamment éveillé et qu'on se regarde agir. Et donc, une manière, c'était celle-là, les simulations, évidemment, parce qu'elles nous mettent dans des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne répète pas de manière quotidienne, mais aussi en nous mettant dans des situations qui sont complètement différentes de nos cadres quotidiens. C'est ce qu'on avait fait avec cette entreprise. C'est vrai que oui, le fait de pouvoir sortir un peu, rompre avec un certain rythme des habitudes et voir aussi ce qui se fait ailleurs et être confronté à différentes menaces, risques et d'autres hypothèses, c'est ressorti parmi quelques réponses à l'enquête quantitative où des directeurs sécurité sûreté ont pu proposer comme autre moyen de développer cette culture de sécurité, soit de faire référence à des événements externes à l'entreprise, mais d'actualité. Donc là, on est bien sur cette recherche d'un autre, d'une étrangeité, comme vous l'avez souligné, Juan. Et également, on a eu, si je me souviens bien, une réponse qui proposait de sortir les cadres de sécurité sûreté de l'entreprise et les emmener dans d'autres contextes aussi. Donc, à la fois, c'est référence à d'autres, à l'actualité, à l'étrangérité, sortir du cadre pour ne pas tomber justement dans ces habitudes et le fait d'agir de manière de façon monotone. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça sera bien sûr à étudier et compléter dans le cadre de l'enquête qualitative. Oui, en fait, il s'agit de rompre la routine quand on aborde ces sujets-là, puisque la routine, c'est la sécurité, et quand on sort de la routine, souvent, on est en insécurité. Oui. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation sur ce début d'étude. Je m'interrogeais sur du coup la suite de votre étude, sur les entretiens et les enquêtes que vous allez pouvoir faire. Je voulais savoir en fait si vous allez uniquement vous focaliser en fait sur le territoire national, donc en France, ou alors si vous allez plus élargir pour vous intéresser vraiment peut-être aux directeurs sécurité sûreté dans d'autres pays. En fait, c'est parce que je m'interroge pour savoir si la culture de sécurité ne peut pas être différente justement dans d'autres pays, si elle est dépendante justement de d'autres territoires. Pour savoir un petit peu comment vous prévoyez la suite de ce point de vue. Merci pour votre intervention. Alors effectivement, vous soulignez une question assez fondamentale, très importante, qui a été dès le début à l'origine de notre projet de recherche, puisqu'on s'intéresse à la sécurité et à la culture. Et la culture, il y en a pas qu'une. On avait en effet pour mission de s'intéresser aux différentes cultures dans différents pays, etc. Pour le moment, l'enquête quantitative est basée uniquement sur le contexte français. En revanche, on est en train d'étudier actuellement, à travers différents projets ou missions de recherche qui nous seraient proposés et alloués, d'étudier la perception de la culture de sécurité dans des pays étrangers. Et ce n'est pas tout à fait arrêté, mais en tout cas, c'est quelque chose
qui serait très pertinent, puisque ça faisait partie aussi, c'était pensé dès l'origine du projet de recherche. Et on va voir pour effectivement, sans rentrer dans une comparaison exhaustive, puisque c'est quasiment, ce n'est pas possible en tout cas dans le cadre de cette recherche, mais de pouvoir prendre quelques marqueurs étrangers par rapport à des objectifs bien précis liés à nos études de la sûreté. Donc ça, effectivement, pour répondre à votre question, oui, on essaie d'aller dans ce sens et de trouver des répondants à l'enquête qualitative dans des pays étrangers. Très bien, je vous remercie. Bonjour, Grégoire Sodré. Pour prolonger cette question, celle de Constance, est-ce que vous avez pris en compte le biais, justement, ce biais culturel de la définition de la sûreté et de la sécurité? Par exemple, je pense que dans une grande entreprise internationale, je pense que vous avez plus de chances de trouver un biais de définition de la sûreté comme étant de la safety, au sens anglais du terme, c'est-à-dire le risque inacceptable humain et par extension le risque inacceptable au niveau de la personne morale, de l'organisation. Contrairement où je pense dans une organisation plus étatique, vous allez avoir la définition française de la sûreté comme vous l'avez définie comme plus la menace intentionnelle liée à la menace intentionnelle et la sécurité pour l'ensemble du sujet. Julien, est-ce que vous avez pris ça en compte? Parce que je pense que c'est notamment et surtout je pense qu'il y a aussi vous allez rencontrer plus ce biais au niveau directeurs sécurité qui vont peut-être avoir plus tendance à avoir un biais international, avec une définition de sûreté plus limitative, je dirais, tandis que dans un PDG ou quelqu'un ou une autre direction va avoir une vision plus française, du moins en France, de la définition de la sécurité. Est-ce que vous avez pris ça en compte? Merci pour cet échange. Effectivement, cette dimension de la sécurité-sûreté au contexte français, au contexte international et dans les différentes pratiques, elle est prise en compte dans l'étude qualitative. Donc, c'est pour ça que je le disais pour répondre à la première question sur la distinction sécurité et sûreté, ce n'était pas l'objet de cette étude quantitative, mais bien sûr, elle est prise en compte et même elle est intégrée, je dirais, un peu dans les fondamentaux de cette étude. C'est qu'on ne pouvait pas parler de la culture de sécurité sans faire ce distinguo et prendre en compte toutes les dimensions des pratiques aussi juridiques, technico-linguistiques du débat sécurité-sûreté, mais aussi historiques. Et en fonction des secteurs, si je prends par exemple le secteur de la sécurité et sûreté nucléaire, celui-ci, il a défini aussi encore une autre vision propre à son secteur de la sûreté et de la sécurité, qui ne répond pas forcément à la définition internationale ni à la définition française. Il y a énormément de nuances à faire là-dessus. Donc ça va être intégré, bien évidemment, dans l'enquête. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions supplémentaires, je vous propose de s'arrêter là. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, vous recevrez la synthèse, l'étude par email et vous serez contacté aussi pour l'appel à candidature, pour la recherche qualitative, voir comment on peut travailler, collaborer, explorer cette recherche ensemble.
Et bien sûr, je vous remercie encore pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions relatifs à la culture de sécurité, relatifs à la recherche, relatifs à qu'est-ce que l'apport de la sémiotique pour cette recherche, ou même relatifs au CRCS en lui-même, c'est-à-dire ce think tank dédié au développement, des groupes de travail, de réflexion sur la culture de sécurité. Il y a une adresse cercle@crcs.fr et c'est celle-ci qui centralise de manière neutre toute cette recherche qui va pouvoir se réaliser sur les 2 prochaines années et j'espère avec vous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexis, merci à toutes et tous. Merci Alexis, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir.